Assalamu alaikum. Après avoir vu dans la vidéo précédente pourquoi nous aurons besoin, ou là, en fait, oui, c'est ça, pourquoi nous aurons besoin d'utiliser une tâche asynchrone dans notre application Android. Donc, en quelque sorte, nous voulions justifier l'utilisation des tâches asynchrones, ou bien ce qu'on appelle async task en Java. Dans cette vidéo, nous allons implémenter notre première tâche asynchrone. Nous allons implémenter en fait ce qu'on appelle une tâche asynchrone interne. Classe interne par rapport à l'activité. On parle déjà, avant de commencer à faire la tâche asynchrone, en Java, lorsqu'on a une classe A, par exemple classe A, on peut à l'intérieur de la classe A déclarer une classe B. Donc on dit que B est une classe interne de A. B est une classe interne de A. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo, Inch'Allah. Nous allons implémenter une tâche asynchrone interne par rapport à l'activité. Je reviens vers l'exemple que nous avons utilisé dans la vidéo précédente. Nous avons une activité à laquelle est associé un layout. Dans ce layout, il y a deux boutons de text view et la logique que nous avions créée. C'est bon? Donc je suis à l'intérieur de mon activité. Rappelons qu'une activité n'est qu'une classe qui hérite la classe activité. Dans ce cas, AppCompat activité, qui hérite la classe fragment activité, qui hérite la classe component activité, qui hérite la classe activité. Par définition, une activité, c'est une classe Java simple qui hérite la classe activité. Donc, je suis à l'intérieur d'une classe. Je suis dans l'activité, automatiquement, je suis à l'intérieur d'une classe. À l'intérieur de cette classe, je peux définir ou bien déclarer d'autres classes. Par exemple, si je déclare la classe public, classe test, donc on dirait que la classe test est une classe interne de la classe main activité, de l'activité main. On dit que la classe test est une classe interne de la classe main activité. Et lorsque nous aurons besoin d'utiliser la classe test, que ce soit à l'intérieur de l'activité ou bien à l'extérieur, nous allons l'utiliser en préfixant son nom par là, le nom de l'activité. Nous allons l'utiliser en faisant comme ça, point test. Par exemple, nous pourrons instancer, bien sûr, on ne peut pas écrire du code Java ici, directement à l'intérieur de la classe. Il faut une méthode pour écrire du code Java. Donc là, pour utiliser notre classe test, nous allons préfixer son nom par le nom de la classe où il se trouve, et puisque nous trouvons dans l'activité, nous allons préfixer son nom par l'activité. Ça, ce qu'on appelle une classe interne. Donc, ce que j'ai dit, c'est que nous allons créer une tâche asynchrone en adoptant ou là en utilisant une classe interne. Donc, avant de commencer à créer ça, c'est quoi d'abord une tâche asynchrone? La définition d'une tâche asynchrone. Pour simplifier l'idée, une tâche asynchrone, c'est tout simplement une classe abstraite. C'est tout simplement ça. Une tâche asynchrone, c'est une implémentation. Une tâche asynchrone, c'est une implémentation de la classe abstraite async task. Je répète, une tâche asynchrone, c'est une implémentation. Lorsqu'on dit implémentation d'une classe abstraite, maintenant on doit hériter la classe abstraite et
implémenter quelques-unes de ces méthodes, les méthodes abstractes. C'est bon, nous allons voir quelles sont ces méthodes. Donc, une tâche asynchrone, c'est une implémentation de la classe async_task qui est une classe abstracte. Donc, ça, c'est d'un point de vue code. Ça, si vous voulez, c'est de point de vue code. Mais réellement, c'est quoi une tâche asynchrone? Une tâche asynchrone, je vais utiliser le logiciel Paint. Pardon. Donc, supposons que nous avons une application Android qui s'exécute et cette ligne, cette ligne droite, elle représente le temps, le cycle de vie d'exécution de notre application. Le temps s'écoule de haut en bas. Si par exemple 0, t égale 0, c'est t égale 1, t égale 2, et le temps s'écoule de haut en bas. Donc généralement, lorsque nous n'avons pas de tâche asynchrone dans notre application s'exécute dans un seul sens. On dit que c'est dans un seul thread. On parle de thread, mais je vais essayer de ne pas parler thread parce que pour parler thread, il faut vraiment d'autres vidéos consacrées au thread. Donc l'application s'exécute de manière droite. Autrement dit, si par exemple je suis dans l'instruction qui est associée à cet instant, je ne pourrai atteindre l'instruction suivante si cette instruction se termine. Lorsque cette instruction se termine, je pourrai atteindre cette instruction. Cette instruction, je ne peux pas l'atteindre que si cette instruction est terminée. Autrement dit, l'exécution est incrémentale et l'instruction t plus 1 n'est atteinte que si l'instruction t est terminée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous avons déjà vu ça. Qu'est-ce qui va se passer si par exemple cette instruction, CTRL Z, par exemple cette instruction et l'instruction suivante. Qu'est-ce qui va se passer si par exemple cette instruction va prendre par exemple, je sais pas, va consommer 20 secondes? Qu'est-ce qui va se passer? Donc mon instruction qui se trouve ici ne sera exécutée qu'après 20 secondes. Je ne pourrai pas atteindre ce point si ce point n'est pas terminé. On doit attendre le temps nécessaire pour terminer l'instruction. Même si, et c'est ça le problème, même si l'instruction qui se trouve ici n'a pas besoin que cette instruction soit terminée. J'ai une instruction qui ne dépend, l'instruction T et l'instruction T plus 1. J'ai l'instruction T plus 1 qui ne dépend pas de l'instruction T. Et malgré mon instruction T plus 1 ne sera exécutée que si l'instruction T soit terminée. Ça, c'est un problème pour moi parce que mon application sera bloquée pour rien. J'ai rien à gagner en bloquant mon application dans ce point. La solution, c'est en fait, au lieu de bloquer l'application ici, qu'est-ce que je vais faire? On doit faire sortir ce qu'on appelle une branche. C'est ça, une branche. Et dans cette branche, l'instruction T qui a besoin de 20 secondes sera exécutée dans cette branche. Donc automatiquement, mon instruction ne sera plus exécutée dans cette ligne, elle sera exécutée dans cette branche. Et évidemment, une fois la branche
sort de la ligne, mon application continue son exécution et passera directement à l'instruction T plus 1. Et lorsque mon instruction T termine son exécution, il renvoie le résultat associé à son exécution. Il renvoie le résultat associé à son exécution à la branche principale, en fait à la ligne droite qui est la ligne principale d'exécution. Ça, c'est ce qu'on appelle ça. À l'aide des tâches asynchrones, nous allons pouvoir implémenter ce mécanisme. J'espère que ça a été clair. L'avantage à gagner, c'est ne pas bloquer l'application dans un point si le point suivant n'a pas besoin. Ne pas bloquer l'application dans un point T si le point T plus 1 est supérieur, n'a pas besoin du résultat du point T. Donc, ne pas bloquer l'exécution de mon application au point T. Je parle du temps, c'est le temps T plus 1 est supérieur à T. Si les instructions qui se trouvent dans T plus 1 est supérieur, T plus 1 à l'heure est supérieur ou égal à 1, ces instructions ou ces points d'exécution n'ont pas besoin de résultat d'exécution de cette instruction. J'espère que c'est clair. Maintenant, comment faire pour implémenter une tâche asynchrone? J'ai dit qu'une tâche asynchrone, c'est une classe abstracte que nous devrons implémenter. Donc, c'est très simple. Public, c'est une classe. Je vais la nommer long, traitement long. Généralement, les conventions, on suffixe le nom de la classe par async task. Donc, c'est une convention, ce n'est pas une obligation. On suffixe le nom de la classe par async task. Donc, ma classe, c'est long async task. Et pour hériter, implémenter une classe abstraite, extends, c'est async task. Cette classe a besoin de 3 types. Je vais vous dire par la suite le rôle de chaque type. Et pour ce faire, je vais faire 3 types différents pour vous montrer. Je ne sais pas. Je vais dire integer, void, par exemple, boolean. Donc, regardez, j'ai implémenté la classe async task. Et cette classe est une classe générique qui a besoin de 3 types. Le premier type, j'ai choisi integer. Deuxième, void, boolean. Vous pouvez choisir les types qui vous conviennent. Je vais vous montrer, par exemple, le rôle de chaque type dans cette implémentation. Et comme ça, à chaque situation, vous aurez une vision sur comment choisir ces types. Nous avons une erreur. Quand vous avez une classe abstracte lorsqu'elle est implémentée, soit on la déclare aussi abstracte et notre classe pourra ne pas implémenter les méthodes à ce niveau. Si par exemple nous n'avons pas d'idée sur quoi mettre dans les implémentations pour le moment. Ou bien si nous avons une idée sur quoi mettre dans notre implémentation, il faut implémenter toutes les méthodes. D'accord? Donc là, nous sommes obligés d'implémenter une méthode qui s'appelle doInBackground. doInBackground, c'est une méthode. Son nom nous donne peut-être une idée sur son rôle. Do, maintenant faire, in background, en arrière-plan. Autrement dit, exécuter un traitement en arrière-plan d'application ou d'activité. Le résultat, je pourrais exécuter un traitement en arrière-plan de mon activité sans que celle-ci soit bloquée.
je pourrais exécuter un traitement qui sera écrit ici en arrière-plan de mon activité sans que celle-ci soit bloquée. Do in background, c'est une méthode automatiquement, on devrait savoir quel est son type de retour et quel est son paramètre. Son type de retour, c'est booléen. C'est booléen. Et booléen, d'où vient? D'ici. Donc, puisque le troisième type que j'ai choisi, c'est booléen, automatiquement, je veux que ma méthode de in background retourne un booléen. Par exemple, si j'avais mis float ici, ma méthode de in background aura comme type de retour float. C'est par exemple, j'avais mis, nous allons tester un autre exemple. C'est par exemple, je mets ici string et je réimplémente de in background. Regardez, puisque j'ai mis string ici, le type de retour maintenant de in background c'est string. Donc ce qu'il faut retenir, le troisième type de async task correspond au type de retour de la méthode de in background. Integer, d'où vient integer? Du premier type. Donc en fait c'est un tableau, c'est comme un tableau d'entiers, soit 0 entier, soit 1 entier, soit 2 entiers, soit un entier. Ça, comme ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est aussi valable. Donc, lorsque nous allons appeler la méthode de in background, on peut rien ne passer comme argument. On peut passer un seul argument de type int. On peut passer deux arguments de type int. On peut passer trois arguments de type int. On peut passer un argument de type int. Il ressemble en fait les 3 points dans Java. C'est l'équivalent de params en C#, pour les gens habitués à utiliser C#. D'accord? C'est l'équivalent de params. Donc, rappelez-vous pour le moment, le type de retour de do in background, c'est le troisième type, et le type du tableau passé qui correspond au paramètre de do in background, c'est le premier type. Nous verrons par la suite aussi que la classe abstract async task nous propose aussi deux méthodes qu'on pourrait redéfinir et qui sont dans la plupart des cas très utiles à redéfinir, à implémenter. Il y a la méthode en pré-execute. Il y a la méthode en pré-execute. Nous verrons son nom, qu'est-ce qu'il dit. C'est un événement. Ça fait référence à un événement. Pré, avant, exécute. Du maintenant, cet événement sera exécuté ou bien déclenché juste avant l'exécution du traitement en arrière-plan. Je répète, en pré-execute, c'est l'implémentation de l'événement qui va s'exécuter juste avant l'exécution de la méthode do in background, بمعنى l'exécution du traitement qui se lance en arrière-plan de l'activité. Ce que nous devons retenir, c'est une fois on appelle cette méthode, cet événement est exécuté avant et puis on reprend l'exécution de notre méthode. La méthode de in background n'est exécutée qu'après l'exécution de la méthode en pré-execute. Notre méthode en pré-execute, elle a comme type de retour toujours void. Donc ce void n'a rien à voir avec ce void. Ce void n'a rien à voir avec ce void parce que notre ce qu'on appelle méthode en pré-execute, dans tous les cas, quels que soient les types, n'admet aucun paramètre et ne renvoie rien. Je vais donc on a integer,
par exemple boolean et string. Donc je vais implémenter. C'est bon. Le troisième type de retour, regardez, le troisième type de retour. Le premier type de retour, pour en pré-execute, c'est toujours void. J'ai pas de void ici, hein, et il n'admet pas de paramètres. Il y a une deuxième méthode, il y a en post-execute. Donc, comme pour en pré-execute, en post-execute, c'est un événement qui va se déclencher immédiatement après que la méthode de inBackground s'est terminée. Donc, une fois le traitement associé à l'arrière-plan est exécuté, l'événement en post-execute, parce que post après, est exécuté. Donc, lorsque nous appelons cette méthode, nous allons voir que nous ne l'appelons pas directement. Il y a une autre méthode que nous allons appeler. Et cette méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va exécuter en pré-execute en premier, puis en do in background, et à la fin, en post-execute. En post-execute, comme pour en pré-execute, elle renvoie dans tous les cas void. Dans tous les cas, elle renvoie void. Par contre, elle admet un paramètre. Ce paramètre, il est du type string. Et string, c'est quoi? C'est le troisième type. C'est le type de retour de inBackground. En fait, dans ce paramètre, on passe en argument le résultat de la méthode de inBackground. Rappelez-vous, pour en post-execute, lorsqu'elle est appelée, lorsqu'elle est invoquée, elle reçoit comme argument la valeur renvoyée par la méthode de inBackground. بمعنى la valeur qui est le résultat d'exécution de la méthode de inBackground. C'est pourquoi nous avons le paramètre de en post-execute. C'est exactement le type de retour de inBackground. Donc, par exemple, en exécution, c'est ma méthode de inBackground renvoie bonjour. Automatiquement, la chaîne de caractères bonjour sera passée en argument de cette méthode. Donc, ça, ce qu'on appelle une task asynchrone. Nous avons créé une task asynchrone interne. Maintenant, nous avons créé une classe à l'intérieur de l'activité d'une autre classe. L'avantage, on pourrait accéder à tout ce que l'activité peut nous proposer. Donc là, on pourrait, dans notre tâche asynchrone, l'avantage de cette implémentation, de ce choix, c'est on pourrait bien utiliser tout ce que l'activité nous propose. L'inconvénient, c'est si jamais notre activité contient beaucoup de code, donc il propose du traitement complexe, et aussi notre tâche asynchrone contient beaucoup de code, donc ce fichier sera très long et du coup beaucoup de code à lire. C'est l'inconvénient. Donc c'est pas grave si il faut dans tous les cas connaître ce concept. Pour utiliser ce qu'on appelle l'activité dans notre code, il suffit de taper par exemple le nom de l'activité et vous allez pouvoir utiliser tout ce que vous voulez. D'accord? Ou bien par exemple btn, en fait c'est pas la peine de se fixer, c'est automatiquement c'est 10. C'est bon? C'est bon? Donc j'espère que cette première partie de l'implémentation de la tâche asynchrone est claire. Nous allons continuer dans la vidéo précédente, Inch'Allah. Merci pour votre attention.